Euh, Messieurs les élus, chers amis, vous devinez combien il peut être difficile de parler après les témoignages que nous venons d'entendre d'Iñaki et d'Afsoun et de ceux que nous avons entendus de vos rangs. Brandon a parlé du nécessaire silence. Je crois que le premier qui devrait se taire dans cette affaire, c'est moi. Enfin, vous m'avez demandé de conclure cette rencontre. Je dois donc le faire. Et je dois vous dire que c'est quand même un très grand honneur de le faire, puisque c'est une occasion de parler devant ceux qui ont été les vrais acteurs de ce début de réconciliation au Pays basque, devant vous tous qui vous êtes mobilisés pour cette cause depuis de si nombreuses années et n'avez cessé de la servir. Dans ce travail dont nous avons pu célébrer à Arnaga les formidables avancées, je n'ai été moi-même, je dois le dire, qu'un ouvrier de la 11e heure, invité comme ça parce que mon ami Kofi Annan se sentait très mal et m'a dit « Au fond, toi, tu es le régional de l'étape, allez, vas-y, il faut finir cette affaire, elle est bien embarquée, tu n'auras qu'à signer un papier. » Bon, c'est à peu près ça qu'il m'a dit et ce n'est à peu près que ce que j'ai fait. Donc, ne considérez pas que j'ai un mérite quelconque dans cette affaire. Ce que je peux dire néanmoins, c'est que Kofi Annan avait été un des initiateurs du processus d'Ayete. Il en avait suivi discrètement mais très efficacement le déroulement jusqu'au dépôt des armes de l'ETA. Alors j'ai eu, moi, ma seule chance en quelque sorte, c'est d'avoir été pendant 25 ans son collaborateur et son ami dans la famille des Nations Unies et d'avoir eu en commun avec lui une autre grande amitié avec quelqu'un que je m'honore ô combien d'avoir rencontré et d'avoir travaillé avec lui, Nelson Mandela. Et au moment où je vous parle, je me souviens en particulier de cette parole qu'il a eue le jour où il a pris ses fonctions de président de l'Afrique du Sud. Désormais, avant toute chose, ma priorité sera la réconciliation. Et depuis ce moment-là, tout se passe, et j'ai eu beaucoup de conversations avec lui, tout se passe comme s'il n'avait pensé qu'à ça. Bon, il se trouve que vous m'avez demandé de réfléchir devant vous sur les défis de la réconciliation dans notre pays, au nord et au sud de la Bidassoa, pour aujourd'hui et pour demain. Je voudrais vous renvoyer tout simplement, et elle est dans vos dossiers, à la déclaration d'Arnaga. Parce que même si au sud de la Bidassoa, on l'a tenu peut-être comme un épisode un petit peu superficiel, pour nous, et là je me tourne devant les élus de cette région, pour nous, elle est un engagement pour l'action. Et j'ai ressenti ça très fortement lorsque j'ai été invité à signer cette déclaration. Alors, je ne vous la lis pas, l'heure avance, elle est dans votre dossier, mais je me souviens d'abord de cet honneur que nous ressentions de célébrer la fin du dernier grand conflit en Europe. Et je me souviens aussi, surtout, de cette nécessité que nous voulions proclamer
de prendre au sérieux la nécessité de poursuivre autant qu'il le faudra le processus de réconciliation. Tous ceux, organisations civiques, partis, institutions, églises, en un mot, la société civile, qui avaient si vaillamment et si courageusement joué un rôle pour faire avancer la paix, ne se sont pas reposés sur leur laurier. Et je pense même que Arnaga a été à l'origine d'un élan nouveau dans ce travail. Et votre réunion ce soir en atteste. Mais oui, il reste encore beaucoup à faire. Où en sommes-nous vraiment ? Je crois que les choses sont évidentes. Si la paix des armes semble acquise, mais je dis ça avec un tremblement après ce que nous disait Brandon, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages, nous vivons quand même dans une situation d'assez précaire coexistence sans violence. On entend encore des voix admettre difficilement la seule idée du rapprochement des prisonniers. On entend proclamer que ni le pardon ni l'oubli ne sont envisageables et même refuser qu'on demande pardon aux victimes. Simplement, en réalité, derrière la rhétorique, ces voix réclament justice. D'autres considèrent qu'il faut se contenter de laisser l'oubli faire son œuvre, et d'autant que plusieurs récits opposés se disputent. Battle of narratives, disait Brandon tout à l'heure. Bataille des récits, bataille des histoires. Et donc, on comprend que beaucoup essayent d'effacer le vécu tragique de 40 années des mémoires individuelles ou collectives. Bref, ils rêvent de tourner la page. Et comment ne pas les comprendre ? Mais l'histoire du monde nous le dit, ce n'est pas en tournant prématurément les pages qu'une paix solide et humaine s'instaurera. La paix solide et humaine passe plutôt par ce chemin malaisé, mais tout de même souvent enthousiasmant, qui relie le silence des armes à la réconciliation véritable. Et j'ai beaucoup aimé la formule du premier orateur que je salue ici, à savoir que le vivre ensemble est l'objectif, mais il est aussi le chemin vers la réconciliation véritable. Nous avons entendu beaucoup de choses cet après-midi, certaines étaient poignantes, mais je crois pouvoir souligner néanmoins que ce chemin de réconciliation passe d'abord, et c'est absolument essentiel, et là Iñaki a été absolument péremptoire, il passe d'abord par la vérité. La vérité est l'aveu des délits et des crimes commis, et évidemment, il faudrait même le dire dans le même souffle, même s'il a donné une priorité à l'un sur l'autre, évidemment, la justice pour les victimes de quelque bord qu'elles soient. Une démonstration éclatante en a été fournie au monde par le travail de la commission Vérité et Justice, présidée par Monseigneur Desmond Tutu, l'archevêque de Johannesburg, au lendemain de l'apartheid, même si cette expérience n'est pas directement transposable partout, bien évidemment. La réconciliation, qui doit aller jusqu'à l'intérieur des familles,
commence par des gestes simples, provenant le plus souvent des victimes anonymes qui, au prix d'un long, lourd effort sur elles-mêmes, décident un jour de ne plus changer de trottoir en apercevant un adversaire d'hier, qui risque un jour un salut de la tête et finalement un bonjour ou un début de dialogue sur la pluie et le beau temps. La réconciliation exige surtout l'effort pour éviter tout ce qui peut contribuer à transmettre à la génération qui nous suit de vieilles rancunes et des haines tenaces. Monsieur le sénateur, vous avez dit là-dessus des choses très belles. Cela dit, permettez-moi de vous citer un exemple que, parce que cette dame est une de nos amies, j'ai eu l'occasion longtemps de méditer. C'est l'exemple de Maggie Barankidze. Maggie est une Burundaise. Elle a été prise en octobre 1994 dans l'épouvantable conflit dans son pays entre Hutus et Tutsis. Plus de 60 membres, j'ai dit 60 membres de sa famille proche ont été massacrés à la machette. Elle a elle-même subi des violences. Parvenant quand même à s'échapper avec 25 enfants orphelins qu'elle ne connaissait pas, parce qu'ils avaient été parqués dans un endroit sordide, enfants orphelins ou perdus ou abandonnés par leurs parents, elle décide de les prendre en charge et avec les moyens du bord, vivant au jour le jour, elle en accueille un beaucoup plus grand nombre, issus des deux camps. Elle organise leur éducation et leur préparation à la vie professionnelle, Hutus et Tutsis ensemble, pour éradiquer toute haine de leur cœur. Restez assis. 10 000 enfants sont passés par là, ont été accueillis au cours des ans et ont fait cette expérience durable de la fraternité. Corsecuntando el odio. Lumineux exemple d'humanité, formidable leçon de réconciliation. Par-dessus tout, éviter la transmission intergénérationnelle des haines d'hier et des souffrances encore si vives aujourd'hui, sans pour autant cacher la vérité aux enfants quand ils sont assez grands pour entendre leur véritable histoire, pour autant qu'on arrive à y accéder. Ainsi, par toute une variété de gestes souvent très simples, la réconciliation s'opère. Elle passe par un début de dialogue, et même s'il n'y a pas d'oubli, et comment l'oubli serait-il possible? Elle peut aboutir à la demande sincère de pardon et à la générosité de l'accorder. Elle produit ainsi des fruits d'apaisement et des avancées spirituelles, mais sans conteste, cela prend du temps, beaucoup de temps. Nul ne saura dire combien de temps, et en leur début, tous ces processus sont fragiles. Vous en êtes certainement rendu compte lorsqu'on s'est mis à débattre de cet inextricable problème du Brexit. On a tremblé sur l'accord du Vendredi Saint, 20 ans après. Donc,
Ce sont des processus fragiles, raison de plus pour travailler à les consolider dès que l'on peut et sans attendre. Loin de moi, en soulignant ces traits de réconciliation que j'ai pu glaner en parcourant pendant 13 ans tant de pays émergents de conflits épouvantables, loin de moi de prétendre donner quelque leçon que ce soit à ceux qui, parmi nous, vivent encore le chagrin et la souffrance causés par des actes injustes, toujours injustes et abominables. Devant cette souffrance, devant des pertes irrémédiables d'êtres chers, à mon avis, seule une compassion silencieuse a sa place, et surtout le souci fondamental de se garder de toute instrumentation de la douleur des autres. Si de quelque manière, cependant, le récit d'expérience réussie de réconciliation peut aider à l'apaisement de ceux qui souffrent encore, eh bien tant mieux, racontons-les. Et c'est pourquoi je me suis permis de vous citer l'exemple merveilleux, entre autres, de Maggie. Cela dit, comme nous l'avons souligné à Arnaga, la réconciliation n'est pas seulement l'affaire privée ou de la société civile. Les pouvoirs publics doivent y prendre toute leur part en exerçant avec discernement et humanité leur responsabilité pour la justice et l'ordre public. J'ai été heureux d'apprendre que le gouvernement espagnol avait adopté des mesures de rapprochement des prisonniers qui allégeront certainement le lourd partage de peine que la distance impose à leurs familles. J'ai été heureux d'entendre ici même le président de la République saluer comme exemplaire le processus de pacification et de réconciliation qui a été conduit au Pays basque, ajoutant que le devoir de l'État est d'accompagner ce mouvement. Messieurs les élus, vous l'avez entendu vous-même et il vous l'a commenté encore en privé. Ce travail, a-t-il dit, doit se poursuivre. Il appelle un travail de réparation des mémoires. Il s'agit aussi d'entendre les familles des victimes, les respecter dans leur douleur et réparer celles-ci. Au-delà, il s'agit, a-t-il dit, de continuer à travailler de manière apaisée, il a même dit technique, avec les services de la garde des Sceaux, dans un esprit qui vise, de la part du gouvernement, à accompagner cette réconciliation et cette pacification. Je suis convaincu, quant à moi, que ce travail donnera bientôt des résultats positifs. Bref, c'est fondamentalement sur une paix des cœurs qu'un pays peut reprendre la construction de son avenir et retrouver, avec sa véritable identité, le fil de ses contributions passées à l'histoire du monde. Ceci me semble d'autant plus important, et je suis heureux de le dire aujourd'hui à Biarritz, parce que ce sont ces contributions passées du Pays basque qui finalement justifient le choix de Biarritz pour accueillir le sommet du G7 en août prochain. Ce sommet salue cette histoire de ce pays. Le basque, et j'ai eu l'honneur de le dire à Bilbao en recevant je ne sais quel hommage, le basque, qu'il soit du nord ou du sud, est universel ou il n'est pas. Cette vocation à l'universel s'est illustrée tout au long de l'histoire. C'était le cas
à l'aube des temps modernes, lorsque le basque Elkano achevait le premier tour du monde. C'était le cas à la fin du XIXe siècle, quand tant de membres de nos familles, y compris de la mienne, s'expatriaient vers l'Amérique et contribuaient de façon si notable à son développement. C'était le cas, enfin, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsque notre compatriote, monsieur le maire, René Cassin, écrivait pour les Nations Unies cette charte qui nous lie tous, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parachever notre réconciliation face à un monde qui devient de plus en plus violent doit contribuer, comme le dit la Déclaration d'Arlaga, et je cite, à redonner l'espoir à tous ceux qui sont confrontés à des conflits apparemment insolubles dans d'autres parties du monde. Notre réconciliation est donc un geste de portée universelle. Une réunion comme la nôtre doit y contribuer, que tous ceux qui y travaillent déjà modestement, jour après jour, avec une cheville dans le plâtre, chère Anaïs, par exemple, et qui rendent ainsi à notre pays sa marque immémoriale de la joie du vivre ensemble. Cette joie du vivre ensemble dans les chants et dans la musique que Voltaire célébrait au XVIIIe siècle, que tous ceux qui y travaillent soient chaleureusement remerciés. Et donc, chers amis, croyons au miracle dont parlait le poète irlandais que citait Brandon en commençant notre réunion. Croyons au miracle. Et là où le psaume proclame paix sur Jérusalem, disons à notre tour, du fond de votre souffrance, mais aussi de notre solidarité, de notre engagement et de notre espérance, paix sur Guernica. Eskerrik asko.